Bonjour à tous, on est avec Olivier Frappoli pour une nouvelle émission Tableau Tango pour revenir sur l'analyse tactique des derniers matchs. Bonjour Olivier. Bonjour. On va revenir sur le dernier match face à Martigues avec une animation un peu plus particulière que d'habitude, ou pas justement. On va poser la question à Olivier et puis on reviendra sur certains aspects du jeu lavallois comme le positionnement de Malik Selouki et puis quelques aspects comme les circuits de passe ou le contre-pressing. Déjà Olivier, première question, est-ce que le schéma que vous avez joué à Martigues, quel était-il? Est-ce qu'on peut dire c'est un 5-2-3, un 5-3-2? Est-ce que vous donnez un nom? Vous êtes en rouge. Non, c'est plus pour le coup un schéma à 3, puisque en fait notre première volonté, encore plus que d'habitude, c'était vraiment à nos pistons de jouer très très haut, le plus haut possible. Donc Thibaut Vargas à droite et Williams Kokolo à gauche. Voilà, on a tourné les rouges, on attaque dans ce sens-là. Et de poser un problème ici au latéral adverse. C'est pour ça qu'on avait demandé à Mamadou Camara de jouer très très haut au départ et à Malik aussi. Donc poser le problème, c'est juste du marquage finalement. Alors, c'est une équipe qui pratique du marquage individuel, donc notamment sur les postes extérieurs. Donc souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu les joueurs adverses qui sont positionnés, les joueurs des offensifs sur les couloirs qui sont positionnés aussi très très bas. On avait parfois 6 joueurs alignés, ce qui nous a permis d'avoir une supériorité numérique dans la création du jeu. Avec ici, on avait vu un attaquant qui pouvait sortir un peu plus haut et une zone à exploiter sur nos milieux de terrain. Donc on a beaucoup vu un double pivot, Sam Sana et Jimmy Roy venir dans cette zone pour pouvoir ensuite derrière. Et c'était l'autre différence sur les 3 joueurs offensifs, c'est que Mamad lui avait la consigne d'alimenter la profondeur et Malik au contraire de venir un peu ici faire chercher le ballon. Voilà, faire ici dans la zone autour de leur numéro 6, anciennement la sentinelle, de venir ici faire le 3e milieu de terrain. C'est le but de toujours trouver dans le football le 3e homme? C'est pas toujours le but, mais en tout cas c'est trouver l'homme libre dans une zone qui nous semble intéressante. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Donc dans le 4-1-4-1 par exemple, il y a toujours cette zone autour de ce joueur, en fonction des caractéristiques de ce joueur qui peut être plus ou moins mobile, qui sont des zones intéressantes à toucher. Mais pour le faire, il faut créer des intervalles de passes assez marqués pour qu'on puisse toucher ces joueurs dans des bonnes conditions. Le but aussi de ce système, et vous l'avez dit en après-match, c'était surtout d'avoir des pistons qui sont presque des ailiers. Oui, sur le coup, vraiment, ça a été une consigne parce que on savait que de toute façon, les joueurs de couloir de Martigues, sur ce qu'on avait observé, allaient suivre les courses en fait. Et donc, plutôt que de les faire jouer bas et d'attirer un pressing, on avait la volonté de les faire jouer le plus haut possible, ce qui, quand on perdait le ballon ou quand le récupérait, leur posait aussi un peu plus de difficultés pour contre-attaquer. C'est une option défensive aussi en fait. Exactement, c'est une façon de défendre entre guillemets avec le ballon, parce qu'ils avaient beaucoup plus d'espace à parcourir. C'est quand même une équipe qui a des atouts sur les transitions, avec des joueurs rapides sur les côtés. Et pour être moins exposé à la perte de notre ballon, en mettant nos pistons très hauts, on avait quasiment la garantie que ces joueurs allaient les suivre et du coup allaient contre-attaquer beaucoup plus bas. Okay. L'autre intérêt ici, c'était, on pensait qu'il y aurait une possibilité sur William d'être décisif par rapport à sa vitesse de course sur les défenseurs de Martigues. Le fait qu'il soit positionné plus haut, à l'image du premier but, lui a vraiment permis ici de... C'est plutôt juste sur ce qu'on l'a dit. d'être en position directement pour faire la différence. Et on a vu qu'il a derrière deux ou 3 situations aussi de débordement ou de frappe excentrée. Donc j'étais assez content de ce qu'on a produit parce que dans la façon de préparer le match et la réalité, on ne s'est pas trompé. Et les joueurs ont été très réceptifs et ont bien appliqué les consignes. Justement, on va mettre une image de tout ça pour voir comment ça s'anime. Donc voilà l'image. Alors on disait, ça amène un petit peu sur les circuits de passe aussi, on disait trouver le 3e homme. Comment, quand on est entraîneur, on travaille des circuits de passe? Est-ce qu'il y a des choses qu'on travaille à l'entraînement et qui restent dans l'ADN de l'équipe ou est-ce que c'est toujours par rapport à l'autre?
Non, nous on travaille maintenant depuis plusieurs saisons sur le principe et on voit que c'est maintenant devenu monnaie courante d'avoir 3 joueurs au départ sur les circuits, les premiers circuits. Aujourd'hui, même des équipes qui sont alignées à 4 s'articulent pour souvent qu'un latéral fasse le troisième joueur. On le voit de plus en plus. Latéraux intérieurs. Voilà, latéraux intérieurs ou un milieu qui tombe pour faire le troisième homme. Et ça permet, quelle que soit l'animation en face, d'avoir toujours un joueur supplémentaire. Oui, mais on en perd un au milieu, du coup. S'il y a un milieu alors, on en perd un au milieu, mais du coup, comme il y a de plus en plus de marquage individuel aussi, le fait d'avoir un joueur qui puisse faire justement le joueur en plus et tomber au dernier moment, souvent ça lui permet d'être libre dans des zones qui sont intéressantes à toucher. Donc nous on a des circuits qui sont des circuits préférentiels. On en a un certain nombre qui sont maintenant répertoriés depuis 3 saisons, qu'on présente avec les joueurs, qu'on travaille régulièrement et en fonction chaque année aussi des joueurs que l'on a, de leur créativité. On change aussi les circuits. Je sais qu'avec certains joueurs, je peux aller travailler d'autres choses, sur notamment des pieds inversés. Je sais que pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours de donner un maximum de repères aux joueurs pour avoir le petit avantage, le temps d'avance pour pas jouer les yeux fermés, mais en tout cas avoir ces repères-là qui permettent d'être dans le même, tous les joueurs dans le même tempo et dans la même synergie. Donc si par exemple, là on peut avoir Owen Kouassi en troisième centrale, si il vient passer à Thibaut Vargas sur le côté, les autres savent le mouvement qu'ils ont à faire. Alors en fonction de la zone dans laquelle Thibaut est positionné, plus il est bas et plus ça va générer des choses au-dessus de lui. Et au contraire, plus il est haut, ça va générer des choses plutôt en dessous. Voilà. Donc c'est des positionnements un peu comme ça, et avec évidemment la relation qu'on peut avoir avec ce joueur ou avec l'attaquant. Donc tout ça, encore, c'est formalisé, c'est répertorié à la vidéo. On a des circuits qu'on présente aux joueurs, qu'on travaille toute l'année. C'est un peu notre fonds de commerce, mais en aucun cas c'est automatisé. Il y a de la liberté. Il y a de la liberté. C'est-à-dire dans ce cadre-là, moi je tiens toujours à ce qu'il y ait de la liberté parce que sinon on a observé Martigues, ils nous ont aussi observé, et à un moment donné on peut avoir le risque d'être trop lisible et de jamais surprendre. Les joueurs doivent toujours être les principaux acteurs du jeu. C'est plus satisfaisant quand on marque sur un circuit de passe travail à l'entraînement ou quand vos joueurs vous surprennent justement par de la créativité. Oui, pour l'entraîneur, on est toujours il y a cette récompense de se dire on a proposé quelque chose aux joueurs, ils l'ont assimilé. Et ça a fonctionné, puisque du coup, vous avez au moins la garantie que les joueurs sont contents du travail que vous leur avez proposé. Quand ce n'est pas le cas, ça peut être différent. Mais c'est pour ça qu'on tient vraiment à ce qui est ces repères, parce qu'on a très peu de temps pour préparer les matchs. La Martigues, on a eu à peine, puisque la veille de match, on s'est entraîné en salle, donc on n'a rien pu travailler. Le lundi, on était en récupération, on a eu 48 heures pour mettre des petits circuits en place. Donc là, il faut être juste, il faut les faire adhérer à ce projet-là. Et quand il y a la récompense en plus, on se dit alors que nous, on a bien fait notre travail et que les joueurs aussi. Alors, une notion qui est souvent abordée dans le football, c'est la notion de demi-espace. Où c'est, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert finalement? Est-ce que ça a une importance? Alors oui, ça a une importance. Le demi-espace, en gros, ce sont ces deux couloirs. Ok, entre la ligne de touche et le centre. Exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de data, de stats qui indiquent en fait tous les centres qui sont joués extérieurs, quasiment en dehors de ces demi-espaces, sont quasiment jamais touchés. En fait, il y a très peu de buts qui viennent sur ces phases-là. D'accord. Par contre, on a observé qu'à chaque fois qu'il y avait des joueurs qui étaient dans ces zones-là et que les centres arrivaient de là, il y avait beaucoup plus de danger. Donc c'est plutôt centre en retrait, j'imagine. Donc, c'est pas forcément. Par exemple, sur le but qu'on marque à domicile contre Bastia, je crois que le centre de Thibaut, il est ici pour Malik qui marque de la tête.
Donc pas forcément, mais on sait que c'est des zones, en tout cas, dans lesquelles il est très difficile de défendre, parce qu'on est dans la surface de réparation, on n'a pas le droit à l'erreur. Et effectivement, quand le joueur vient ici, il y a plusieurs solutions. Il y a le centre fort, il y a le centre en retrait, il y a le centre au deuxième. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est plus difficile de défendre sur ce type de centre que quand le centre vient d'un peu plus loin. Aujourd'hui, on a quand même des gardiens qui vont très loin, qui sortent très loin, des défenseurs qui sont très bons dans le jeu aérien. Donc voilà, donc c'est des choses, notre terrain d'entraînement est tracé aussi avec ces couloirs-là. D'accord. Donc pour, pareil, avoir des déplacements à chaque fois dans ces zones-là, qui peuvent être des déplacements qui sont servis. Par exemple, un joueur qui va faire un appel ici et qui va être servi, mais aussi un appel qui va servir ici aux joueurs à rentrer pour aller frapper ou pour aller combiner. Ok. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est des zones qui sont prisées et travaillées. Il y a une zone, alors je ne sais plus son nom, mais dans la surface de réparation, qui est un petit peu aussi à la mode, où on voit que tous les joueurs touchent beaucoup de ballons. L'entrée de la surface de réparation, c'est devenu une zone importante parce qu'on est un petit peu entre les deux, entre le défenseur qui va vers son but. Oui, exactement. Il y a, de toute façon, il y a toujours, au niveau des défenseurs, il y a toujours un réflexe qui est de regarder le ballon et par conséquent, de lâcher aussi son adversaire. Et effectivement, toutes ces zones un peu où le défenseur va avoir évidemment un problème à suivre, à accompagner le ballon sans le lâcher des yeux et à gérer l'adversaire ici, sont des zones qui sont intéressantes à jouer. Défensivement, et c'est important d'avoir ce qu'on appelle un deuxième rideau, c'est des joueurs qui viennent justement occuper ces zones-là, qui sont des zones de danger, parce que les défenseurs sont obligés de suivre le ballon et d'aller défendre. Donc ça oblige la projection peut-être des milieux de terrain. Ça demande de la projection des milieux de terrain et ça offensif, parce que c'est des zones qui sont intéressantes à occuper. Et par contre défensivement, ça demande aussi un bon équilibre, à avoir des joueurs qui viennent venir occuper ces zones. Ça nous amène à la dernière question. Comment on s'organise à la perte du ballon pour le Stade Lavallois? Nous, il y a plusieurs choses. Alors évidemment, là par contre, on tient compte de l'adversaire aussi, de ses capacités. Donc il y a des équipes qui demandent à ce qu'on ait un bloc le plus haut possible parce que c'est intéressant d'essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Il y a des équipes qui ont des facultés à aller très vite sur les transitions, à être très, très, très dangereux quand il y a de l'espace dans notre dos. Donc là, on a plutôt à avoir un bloc médian, voire médian bas. Donc là, la lecture de l'adversaire est importante. Et d'un match à l'autre, ça peut varier. Par contre, on a pareil des choses qui sont entre guillemets automatisées, c'est que à la perte du ballon, on essaye toujours chez l'adversaire de la récupérer le plus haut possible, le plus vite possible. Pour être plus près du... Enfin, c'est mathématique, tout simplement. je veux dire. Ouais, voilà, tout simplement. Logique. Tout simplement. Et c'est ce que j'explique à mes joueurs offensifs, c'est que si on récupère le ballon plus vite et plus haut, alors ce seront les premiers à en bénéficier. Donc les efforts doivent être faits tout de suite. Que plus on récupère le ballon bas et plus ça va être compliqué pour eux d'être en situation de marquer. Donc ça, ce sont des choses qu'on travaille toute l'année. Mais après, la hauteur de notre bloc équipe va varier en fonction évidemment du scénario du match, oui. Mais aussi du jeu de l'adversaire, des capacités. Vous avez des équipes qui sont très très fortes en possession, je pense au Paris FC, et qui, quel que soit votre envie du départ, vous amène à un moment donné à avoir un bloc qui recule et à subir. Et inversement, vous avez des équipes qui ont peut-être plus de difficultés à jouer sous pression. Et là, ça peut être intéressant d'avoir au contraire une volonté de récupérer le ballon le plus haut possible. Ok, merci beaucoup. La question bonus, on peut avoir la compo contre Concarneau. Ils sont en bleu en plus. Bon, merci beaucoup. Je te laisse imaginer. Merci beaucoup Olivier. Merci. Et en espérant se retrouver avant un autre match de Coupe de France en tout cas, pour une émission tactique. Merci à tous.